Merci beaucoup, merci Olivier de cette introduction. Donc dans la manière dont on s'est réparti les rôles, il va me revenir de revoir avec vous les conditions de mise en œuvre de l'intervention, de la saisine du comité d'abus de droit fiscal. Alors parmi les évolutions, comment je change les slides là D'accord. Parmi les évolutions assez sensibles auquel Olivier faisait référence à l'instant. Il y en a une qui est quand même assez spectaculaire, c'est la dégringolade du nombre de saisines du comité d'abus de droit fiscal. Si vous regardez dans le rapport de 2023, les saisines du comité d'abus de droit se comptent à peine sur les doigts de deux mains, alors qu'elles étaient beaucoup plus importantes il y a quelques années. Alors, comment ça s'explique? Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir de manière plus détaillée dans la suite de nos travaux, notamment Eric va se pencher là-dessus, mais certainement c'est une des conséquences indirectes du fait qu'il y a une volonté de la part des contribuables, avec une certaine bienveillance de l'administration à cet égard, de trouver des règlements d'ensemble. Et moi-même, sur un des derniers dossiers que j'avais traités qui portait sur une problématique d'abus de droit en matière d'attribution d'actions gratuites. In fine, c'était un redressement des NVSF, on a trouvé un accord avec la DNVSF dans le cadre d'un règlement d'ensemble pour éviter l'application des pénalités d'abus de droit. Et évidemment, comme vous le savez bien, l'intérêt principal de cette démarche, c'est d'éviter la transmission automatique au parquet du dossier. Donc il y a certainement comme facteur explicatif de la diminution du nombre de saisines du comité, des éléments à rechercher dans l'évolution des comportements des contribuables. Et Eric y reviendra beaucoup plus en détail un peu plus tard. Mais le comité d'abus de droit fiscal, ça reste quand même une garantie importante pour le contribuable. Et donc, c'est important de bien maîtriser la manière dont on peut le mobiliser dans le cadre de la contestation de rectification en matière d'abus de droit. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites sur la manière dont fonctionne le comité d'abus de droit fiscal. Donc c'est pour ça qu'on voulait revenir avec vous de manière très, très concrète sur la procédure devant le comité. Alors, la première question qu'il faut se poser, évidemment, c'est quel est l'intérêt de saisir le comité. Alors il y a un intérêt qui est d'abord très concret pour le contribuable, c'est que la saisine du comité retarde la mise en recouvrement des impositions, puisque la doctrine de l'administration prévoit que les impositions ne peuvent être mises en recouvrement tant que le comité ne s'est pas prononcé. Euh, Pendant longtemps, il y avait un impact de l'avis du comité sur la charge de la preuve, mais ce n'est plus le cas. Et là, Benoît reviendra en détail sur ces différents points depuis une modification législative intervenue dans la loi de finances pour 2019. Donc à la fois, c'est un élément qui peut, d'une certaine façon, plaider pour la saisine du comité, parce que si l'avis est défavorable, ça n'a pas d'incidence. Et d'un autre côté, le fait d'avoir un avis favorable du comité n'a pas non plus d'incidence sur la charge de la preuve. Donc c'est un élément qui peut jouer dans les deux sens. Ma conviction sur cette question à l'époque où il y avait une incidence sur la charge de la preuve du comité, mais je crois que Benoît y reviendra de manière beaucoup plus détaillée, c'est que compte tenu des règles de dialectique de la charge de la preuve qui ont été déterminées par la jurisprudence, ça n'avait pas beaucoup d'importance, ces histoires de charge de la preuve. Donc ça n'a jamais été, de mon point de vue, un élément fondamental dans la prise en considération de la saisine du comité. De toute façon, aujourd'hui, ça n'a plus aucune importance. Donc finalement, ce qui doit être déterminant, c'est plutôt le sentiment de la solidité du dossier. Parce que si on saisit le comité, c'est qu'on espère avoir un avis favorable. L'avis favorable, on y reviendra, il ne conduit pas nécessairement à l'abandon des rectifications, puisque l'administration reste libre de suivre ou non l'avis du comité. En revanche, il peut avoir un certain impact dans le contentieux devant le juge de l'impôt, dans l'hypothèse donc où on arrive à obtenir un avis favorable et que, en définitive, l'administration soit choisie de ne pas suivre cet avis. Un certain impact, mais pas un impact décisif. Je pense qu'on y reviendra dans
problématique récente sur les réductions de capital, on a un jugement de TA qui a pris le contre-pied total d'un avis du comité d'abus de droit fiscal. Donc voilà. Saisir le comité, oui, quand on pense qu'on a un dossier solide, que aussi, parce que ça c'est important, on a un client dont on a le sentiment qu'il peut arriver à convaincre le comité, parce que le rôle du contribuable lui-même dans l'audience, dans la procédure devant le comité d'abus de droit fiscal, c'est très important, très important. Et tous les membres du comité qui sont intervenus dans des colloques, que ce soit Gilles Bachelier, son président, ou d'autres membres, le disent toujours, ils sont très sensibles à l'intervention du contribuable dans la procédure, notamment au cours de l'audience même du comité. Donc ça, c'est vraiment un élément décisif. Et pour le Conseil, il faut prendre en considération ces différents éléments dans la pondération du choix de saisir ou non le comité. Alors, une fois qu'on a passé cette étape, il faut se demander donc comment on va mettre en œuvre la saisine du comité. Alors, il y a une première, comme vous l'avez sans doute en tête, hein, la problématique de la saisine du comité se pose de manière concrète à partir du moment où on reçoit la réponse aux observations du contribuable de l'administration, puisque c'est dans la réponse aux observations du contribuable que lorsque les rectifications sont fondées sur l'abus de droit, et maintenant on y reviendra sur le mini-abus de droit, l'administration doit mettre en mesure, doit indiquer au contribuable qu'il a la possibilité de saisir le comité d'abus de droit fiscal dans un délai de 30 jours. Donc on a un délai assez bref pour saisir le comité. C'est pas très grave, hein, parce que c'est comme la saisine de la commission des impôts directs. La lettre par laquelle on saisit le comité, c'est juste une lettre qui dit « je veux saisir le comité ». Full stop. Donc c'est pas très compliqué à rédiger. On doit pouvoir le faire dans un délai de 30 jours. Mais la question plus délicate qui va se poser, surtout depuis la modification de la charte du contribuable vérifié de la fin de l'année dernière et la modification de la doctrine administrative, c'est de savoir comment est-ce qu'on va articuler cette saisine du comité avec les recours devant l'administration. Parce que jusqu'à maintenant, on avait un petit peu le choix, en fait. On pouvait décider de saisir le comité et puis pas forcément d'exercer immédiatement le recours hiérarchique, puisqu'il n'y avait aucun délai pour exercer le recours hiérarchique. Désormais, la situation est quand même assez différente, puisque avec la modification de la charte du contribuable vérifié et de la doctrine administrative sur ce point, on a un délai impératif de 30 jours pour formuler la demande de saisine du supérieur hiérarchique. Et donc, là, il y a un choix qui est à faire pour le contribuable. Est-ce que je veux entamer des discussions avec l'administration qui, compte tenu des délais dans lesquels le comité va se prononcer, on y reviendra plus en détail dans un instant, vont nécessairement se tenir avant que le comité se soit prononcé, sauf à trouver un terrain d'entente avec le service vérificateur sur le fait qu'éventuellement, le supérieur hiérarchique pourrait recevoir après l'avis du comité. Mais le plus probable quand même, c'est que le rendez-vous avec le supérieur hiérarchique du vérificateur intervienne avant que le comité se prononce. Alors, bon, après tout, pourquoi pas? Peut-être que ça permettra de trouver un terrain d'entente avec l'administration et que du coup, on n'aura pas besoin de continuer la procédure. Mais avoir un débat un peu dense avec le supérieur hiérarchique, avec l'administration, à ce stade encore assez peu développé de la procédure, c'est peut-être pas non plus très opportun, et ça dépend de l'appréciation qu'on peut avoir du dossier, parce que ça va peut-être conduire à dévoiler certaines faiblesses éventuellement du dossier dont l'administration pourrait bénéficier pour présenter le rapport par lequel elle va effectivement saisir le comité. On y reviendra dans un instant. Donc il y a une question tactique à se poser à ce stade, à ce premier stade, de savoir si on veut exercer ou pas le recours hiérarchique, puisqu'après tout, on peut très bien, mais à ce moment-là, la différence avec la situation qui prévalait avant la modification de la doctrine de fin 2023, c'est qu'on pouvait garder cette décision pour plus tard. Maintenant, on doit la prendre immédiatement. Est-ce que je fais une lettre dans laquelle je demande à la fois la saisine du comité et celle du supérieur hiérarchique, ou est-ce que je fais une lettre dans laquelle je demande uniquement la saisine du comité et je renonce à passer par les recours internes à l'administration?
Donc ça, c'est une configuration qui est nouvelle, hein. Je ne sais pas très bien comment mes confrères la gèrent, mais on pourra peut-être avoir des échanges sur ce point. Mais je t'en prie. Quelle est la valeur juridique de cette modification de la charte? Autrement dit, c'est pas les textes, n'est-ce pas? C'est une charte qui constitue une garantie. Oui. Et là, c'est une garantie qui est assortie d'une obligation. Voilà. Mais moi, il me semble que comme il n'y a pas de texte autre que la charte du contribuable qui organise les recours internes à l'administration, recours hiérarchiques, enfin dans la plupart des cas. Alors il y a quelques cas, le L54C, je crois, dans des hypothèses particulières, mais en règle générale, il n'y a pas d'autre fondement que la charte du contribuable vérifié pour introduire le recours hiérarchique. Donc je vois mal comment est-ce qu'on peut échapper aux conditions de délai qui ont été introduites par l'administration. Vous êtes d'accord, mes chers confrères? Non, tu n'es pas d'accord, Marc. Voilà un premier débat intéressant. Je n'ai pas dit que j'étais pas d'accord, mais il existe un code des relations entre l'administration et les usagers dans lequel on pourrait puiser de l'inspiration sur l'exercice des recours hiérarchiques. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait un délai de 30 jours qui soit prévu par ce code. D'accord. Donc à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on... Je sors du fiscal et j'utilise le droit commun. Et tu utilises le droit commun. Ce qui suppose de pouvoir considérer que le droit commun est applicable alors même qu'il s'agit d'une procédure fiscale, alors que je crois me souvenir que dans le Code des relations entre l'administration et le public, il y a quelques exceptions. Il faudra regarder ça de manière un peu plus... qui prévoit que lorsqu'il y a des textes spéciaux qui s'appliquent, dans ce cas-là, les dispositions du Code ne s'appliquent pas. C'est un texte de doctrine administrative, le texte spécial. C'est pas un texte réglementaire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où la loi, les règles du livre de procédure fiscale ne prévoient pas cette possibilité d'introduire un recours hiérarchique, on peut se demander si cette possibilité n'a pas été exclue implicitement par les textes qui sont applicables. Voilà. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'était des questions qu'on ne se posait pas parce que les recours hiérarchiques, on les exerçait dans le cadre fixé par la charte du contribuable vérifié. Donc si on se situe toujours dans ce cadre-là, on a cette contrainte supplémentaire du délai de 30 jours qui est éventuellement qui doit être prise en considération. Alors la deuxième question qui va se poser, c'est de savoir quel est le service de l'administration qui va produire le rapport dont va être saisi le comité d'abus de droit. Alors sur ce point, les indications sont données par la doctrine administrative, hein, c'est le BOI-CF-IOR 30 dans sa dernière version mise à jour du 24 novembre 2014, qui prévoit que la saisine du comité s'effectue dans tous les cas par l'intermédiaire de l'administration centrale. Alors ça, c'est un point très important à noter, c'est que, et c'est assez particulier dans la procédure d'abus de droit par rapport aux procédures habituelles qu'on applique en matière de rectification, c'est que la saisine du comité ne s'effectue pas par le service vérificateur, mais par l'administration centrale. Autrement dit, le dossier remonte la chaîne hiérarchique pour arriver jusqu'au service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal, le SJCF, et c'est le SJCF qui va présenter au comité d'abus de droit fiscal le rapport de l'administration qui constitue le point de départ concret de la procédure devant le comité. Alors ça a plusieurs conséquences. La première, c'est que les délais dans lesquels ce rapport est produit peuvent être très longs, très très longs. 1 an, 18 mois, je ne sais pas quelle est votre pratique, mais c'est à peu près de cet ordre-là. Donc il ne se passe rien dans le cadre de la procédure d'imposition. Alors évidemment, si on est en limite de prescription, ça peut s'accélérer un petit peu, hein. Mais en général, il ne se passe rien pendant 1 an, 18 mois dans votre dossier. Il ne bouge plus. L'autre point important, c'est que l'administration centrale va procéder à un second regard sur le dossier.
Et ce second regard sur le dossier peut l'amener à s'interroger sur le bien fondé des rectifications. Moi, je me souviens d'un dossier dans lequel j'ai finalement obtenu un avis favorable du comité d'abus de droit. Hein. C'était le dossier 2015-25 du 10 mars 2017 qui concernait une situation dans laquelle une société avait cédé, c'était dans un groupe de sociétés, il y avait une cession de fonds de commerce à la mer étrangère et en même temps une fusion à l'envers, rétroactive, sur le même exercice, entre deux filiales françaises du groupe. Et ça avait permis d'éviter de tamponner la plus-value réalisée à l'occasion de la cession du fonds de commerce avec les déficits réalisés par la société absorbante. Donc tout ça avait été remis en cause par le service vérificateur sur le terrain de l'abus de droit. Et puis, un beau jour, je reçois un coup de téléphone d'un chef de bureau du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal, qui ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque d'ailleurs, c'était le service juridique. Et il me dit, moi, on a regardé le dossier, mais on pense que finalement, on pourrait peut-être vous proposer quelque chose d'autre. Et finalement, on se demande si on ne pourrait pas plutôt se situer sur le terrain sur le terrain consistant à dire la cession du fonds de commerce conduit à un changement d'activité tel que c'est une cessation d'entreprise et donc on se contenterait d'appliquer les conséquences de la cessation d'entreprise, donc plus de pénalité de 80%, évidemment. Réfléchissez et dites-moi ce que vous en pensez. Alors je réfléchis, je me dis, bon, c'est quand même pas complètement évident ce raisonnement de l'administration. Je discute de ça avec mon client, je dis, bon, à notre avis c'est un raisonnement assez fragile, mais bon, on ne peut pas complètement exclure que devant le juge ça puisse triompher. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, il était assez punchy, et il me dit, bon non, droit dans mes bottes, on continue. Il a bien fait finalement, puisqu'on a obtenu un avis favorable du comité, et puis après, l'administration a abandonné les rectifications sur ce point. Mais voilà, donc c'est le genre de situation dans lequel on peut se trouver, et ça s'explique par ce second regard qui est porté par l'administration dans le cadre de cette procédure. Donc c'est vraiment très important le fait que ce soit l'administration centrale qui intervienne dans le cadre qui produisent ce rapport. La doctrine de l'administration prévoit la faculté pour le comité d'abus de droit fiscal de transmettre à l'administration les observations, de transmettre plus exactement, le rapport est obligatoirement transmis au contribuable avec un délai de 30 jours pour répondre au rapport. Alors ça, c'est court pour le coup. On a attendu un an et demi d'avoir le rapport, puis pouf, d'un seul coup, on a 30 jours pour répondre. Autrement dit, il ne faut pas attendre d'avoir le rapport pour préparer la réponse. Ce qu'il faut faire, c'est pendant le long délai pendant lequel on attend le rapport, déjà préparer quelque chose. Alors évidemment, on ne sait pas exactement quelle va être la nature des arguments avancés dans le rapport préparé par l'administration centrale, qui peut être éventuellement un peu différent du fondement des rectifications qui ont été retenues par le service. Mais si on ne se prépare pas avant, en 30 jours, ça va être vraiment compliqué de préparer une réponse vraiment pertinente au rapport. Donc il faut bien avant avoir un projet de réponse au rapport, qu'ensuite on affine. Par contre, une fois qu'on a le rapport de l'administration centrale, on va l'affiner pour pouvoir le présenter dans le délai de 30 jours, qui est impératif, au comité d'abus de droit fiscal. Alors c'est une fois que le rapport a été présenté que là, le comité d'abus de droit fiscal, le président du comité, a la possibilité de transmettre à l'administration les observations présentées par le contribuable et éventuellement de demander des renseignements complémentaires aux parties. Jusqu'à maintenant, tout ceci, c'est assez bien cadré par les textes. Il y a de la doctrine qui explique comment ça marche, avec les délais qui sont énoncés dans l'instruction que je citais un peu plus tôt. À partir du moment où il y a eu cet échange d'écriture devant le comité entre l'administration et le contribuable, là, on rentre en terra incognita sur le plan des textes. Et donc, c'est uniquement par la pratique qu'on sait ce qui peut se passer. Notamment, quel est le temps qui va s'écouler entre la réponse au rapport de l'administration et l'audience du comité. Par parenthèse, d'ailleurs, cette audience du comité
Aucun texte ne la prévoit. La seule chose que vous avez dans les textes, c'est l'article 1653E du Code général des impôts qui prévoit que lorsque le comité de l'abus de droit fiscal est saisi, le contribuable et l'administration sont invités par le président à présenter leurs observations. Une fois qu'on a présenté les observations écrites, a priori, cette condition, elle est satisfaite. Alors c'est juste la doctrine de l'administration qui prévoit, c'est toujours le même BOI, là, CF IOR 30 de 2014, qui prévoit que les observations, le président du comité d'abus de droit peut inviter le contribuable et l'administration à présenter leurs observations dans le cadre d'un débat oral et contradictoire. Et le contribuable conserve la possibilité de ne pas se présenter ou de se faire représenter. Donc c'est dans ce cadre très flou que va être organisée l'audience du comité d'abus de droit fiscal, qui est pourtant un moment absolument décisif et qui doit être très très soigneusement préparé. On ne peut absolument pas se reposer uniquement sur les échanges d'écriture dans le cadre d'une procédure devant le comité d'abus de droit fiscal. C'est très important d'intervenir lors de l'audience. Alors, le délai dans lequel l'audience est organisée par rapport aux échanges d'écriture, il peut être aussi assez long. Je ne sais pas quelle est la pratique de mes confrères, mais moi j'ai vu des cas dans lesquels c'était relativement rapide, de l'ordre de 3 mois, mais des cas où ça pouvait durer 9 mois, peut-être même 1 an parfois. Donc là aussi, on peut attendre assez longtemps avant de recevoir la convocation à l'audience du comité d'abus de droit fiscal. Cette convocation à l'audience, elle arrive en pratique 1 à 2 mois avant l'audience. Donc là aussi, un délai assez court. Et on doit indiquer dans la lettre standard qui est envoyée par le secrétariat du comité, on doit envoyer la réponse dans un délai d'environ 15 jours pour indiquer si on souhaite présenter des observations orales et si on souhaite être représenté. Alors, une fois de plus, j'insiste là-dessus, il est indispensable, à mon sens, que le contribuable participe à l'audience du comité. Parce que c'est vraiment ça qui a le plus d'impact sur les membres du comité. Alors ça veut dire aussi que l'audience, il faut la préparer en amont. On ne peut pas arriver les mains dans les poches devant le comité d'abus de droit fiscal. Il faut s'interroger sur la manière dont on va présenter les choses. Alors, parce que concrètement, comment ça se passe une fois qu'on est devant le comité d'abus de droit fiscal? Donc on est face à Gilles Bachelier, Gilles Entraigle, Florence de Boissy, qui sont des membres du comité. Vous savez, le comité il est composé par des membres du Conseil d'État, des membres de la Cour de cassation, des membres de la Cour des comptes, un notaire, un professeur d'université, un expert comptable. Donc c'est quand même un aéropage de haute qualité. Et il faut bien sûr soigneusement préparer cette audience. On va commencer, la manière dont ça se passe concrètement, c'est que le contribuable présente des observations et ensuite le service vérificateur et l'administration centrale, là ils sont tous les deux présents en règle générale, vont présenter des observations oralement aussi à la suite de la présentation qui est faite par le contribuable. Et ensuite, et c'est là que ça devient un peu plus sportif pour le contribuable et son conseil, il y a des questions des membres du comité. Et elles sont généralement assez incisives et assez nombreuses. Donc, ouais. Attends. Oui, Oui, le rapporteur. Oui, les rapporteurs sont des membres de l'administration qui vont présenter au comité l'analyse qu'ils font de la situation et rédiger une proposition d'avis. Alors bien que ce soit des rapporteurs de l'administration, ils le font de manière indépendante de l'administration et ils peuvent très bien proposer au comité une solution qui soit favorable aux contribuables. Donc il n'y a pas à cet égard mais c'est vrai que les rapporteurs sont membres de l'administration centrale. Mais ils exercent cette fonction de manière indépendante et pas dans une structure hiérarchique, donc ils ne défendent pas nécessairement la position de l'administration centrale. Oui, donc j'en étais à la préparation de l'audience. Donc, alors je ne sais pas quelle est la pratique de mes confrères, mais nous, ce qu'on fait au sein du cabinet, c'est qu'on organise toujours des séances de préparation de l'audience sous forme où on essaye de mimer ce qui pourrait se passer lors de l'audience du comité.
Et donc, on sélectionne quelques-uns des avocats du cabinet qui vont jouer le rôle des membres du comité et donc qui vont titiller le contribuable et les conseils qui l'accompagnent en réfléchissant à des questions, en posant des questions dérangeantes. On essaye de se préparer au pire, quoi. Mais ça, on y passe un certain temps. On passe un certain temps à préparer notre client à l'audience du comité, et notamment donc en travaillant avec lui le dossier, etc., mais aussi en organisant cette séance fictive du comité de façon à ce qu'il soit préparé à toutes les possibilités. Donc ça, la préparation de l'audience, c'est vraiment un élément essentiel dans le cadre de l'accompagnement des contribuables qui font l'objet de rectification dans la procédure devant le comité d'abus de droit fiscal. Parce que d'autant plus que c'est assez impressionnant, hein, l'audience du comité. Ça se tient dans les locaux du Conseil d'État, généralement dans les salles qui se trouvent au 3e étage du Palais Royal. On a une très belle vue sur les jardins du Palais Royal, mais on n'a pas beaucoup l'occasion d'en profiter, hein, il faut bien le reconnaître. Et donc, c'est quand même un cadre qui peut être intimidant. Donc, c'est aussi important de bien préparer le client à cette situation. Alors, une fois que l'audience du comité est intervenue, on va attendre la notification de l'avis du comité. Alors, cette notification, elle n'est pas faite par le comité, elle est faite par le service vérificateur qui va indiquer à cette occasion s'il entend suivre ou non l'avis du comité. La question se pose évidemment uniquement dans l'hypothèse où l'avis est favorable au contribuable, puisque dans le cas contraire, bien entendu, l'administration n'a pas beaucoup d'hésitation. Alors généralement, on reçoit la notification de l'avis du comité environ 1 à 2 mois après l'audience. Mais cet avis, les délibérations du comité, elles interviennent immédiatement après l'audience. Et donc, il y a juste un délai qui est nécessaire à la mise en forme de l'avis du comité, mais qui n'a pas d'autres objets. Alors, Olivier a une question. Quand même une question oui. Qui intéresse tout le monde. Quand on saisit le comité, qu'est-ce qui se passe au parquet? Autrement dit, est-ce que le parquet, nonobstant la demande de saisine du comité, commence à instruire l'affaire au pénal, ou est-ce qu'il va attendre l'avis du comité? Alors, il me semble que lorsqu'on est dans l'hypothèse où le parquet est susceptible d'être saisi à la suite de la mise en œuvre de procédures d'abus de droit fiscal, à ce stade, il n'est pas encore saisi, puisqu'il ne peut l'être qu'à partir du moment où il y a eu l'avis de mise en recouvrement. Puisque tu sais, la transmission automatique du dossier au parquet, elle intervient après la mise en recouvrement des impositions, donc après la procédure devant le comité d'abus de droit fiscal. On peut peut-être envisager qu'il y a des hypothèses dans lesquelles le comité se saisit lui-même de certaines affaires et qu'on puisse avoir une instruction en parallèle au parallèle de procédures de rectification et au parquet. Alors, c'est une situation d'ailleurs que je connais aujourd'hui dans un de mes dossiers, des dossiers que je suis, où on a à la fois en parallèle une procédure de rectification et une enquête du parquet national financier, qui est au stade de l'enquête préliminaire pour le moment, mais il y a déjà eu des perquisitions, et donc on va se trouver effectivement dans cette hypothèse-là. Mais en tout état de cause, moi il me semble que la procédure pénale à ce stade, elle est assez longue, et donc en tout état de cause, le procureur ne va se prononcer sur d'éventuelles poursuites qu'une fois que le comité d'abus de droit aura rendu son avis. Et là, c'est sûr que ça peut être un des intérêts de la saisine du comité d'abus de droit, c'est que dans cette hypothèse-là, on peut sans doute imaginer que le procureur hésite davantage à entamer des poursuites si on a un avis favorable du comité d'abus de droit fiscal.
D'ailleurs, on a présenté au nom de l'IACF une proposition autour de ces questions. Oui, justement, on a proposé, ça me revient brutalement, que en cas d'avis favorable du comité d'abus de droit fiscal, il n'y ait pas de transmission automatique au parquet du dossier. Parce qu'il nous semble que dans cette hypothèse, il y a matière à hésiter sur le bien fondé des rectifications et que donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de justification à la transmission automatique au parquet. Nous avons soumis cette proposition au pouvoir public qui, pour le moment, n'ont pas vraiment repris l'idée. Mais en tout cas, ayant été suspendu, de toute façon, oui. La loi simplification est dans les limbes. Oui, de toute façon. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'intervention du comité d'abus de droit fiscal. Je ne sais pas s'il y a des questions de la salle ou de l'extérieur de la salle à ce stade. Non. Okay. Il y a une question là-bas. Bonjour, une simple question. Effectivement, j'ai déjà été confronté au cas où la DNVSF avait traîné sur un dossier. On se retrouve en septembre, alors que la prescription est en décembre pour mettre en recouvrement. On sait qu'on peut avoir la saisine du comité. Dans ces cas-là, je me posais toujours la question de savoir si techniquement, pour eux et matériellement pour eux, c'était possible d'arriver à saisir le comité, avoir l'avis et mettre en recouvrement avant janvier, enfin avant le 1er janvier, ou si c'était complètement illusoire parce qu'on a eu une position de la DNVSF qui s'est considérablement assouplie compte tenu des délais. Effectivement, ils nous ont fait une proposition de règlement d'ensemble qui était très intéressante. Mmh. Bon, je me suis posé la question si vous aviez déjà eu ce genre de cas et si matériellement pour eux c'était envisageable ou pas du tout. Et quelque part, tout ce qui risque, c'est une prescription comme on la connaît. Alors, le seul cas que j'ai eu, moi, mais peut-être que mes confrères ont d'autres, c'est un cas dans lequel, mais on était plus avancé que ça, la saisine, le comité, il y avait déjà eu les échanges d'écriture devant le comité. Je ne sais pas si c'était votre cas aussi. Non, il n'y avait même pas eu d'échange d'écriture, donc c'est quand même un cas très, très spécial. Moi, j'avais déjà eu des échanges d'écriture, on était en septembre-octobre et la prescription tombait le 31 décembre. Ce qui s'est passé, c'est que dans cette affaire, il y avait une problématique liée à une procédure contentieuse devant le Conseil d'État. Et il se trouve qu'entre-temps, on a gagné devant le Conseil d'État, donc l'administration a abandonné les rectifications avant que le comité tienne son audience. On avait déjà la convocation à l'audience. Marc. Oui, c'est pas une question, mais non, mais est-ce que dans ton expérience, tu as des situations de ce type-là ? Pardon. Oui, moi j'ai eu une situation, mais malheureusement le comité a trouvé le temps de se réunir je pense que c'est octobre, possible. Et donc il y a quand même le délai de 30 jours pour présenter les observations, donc c'est sûr que ça fait court, mais mais ils ont réussi à le caser. Alors le problème après, c'est qu'il y a une audience au comité, parce que à l'époque, le comité tenait 3 ou 4 audiences par an. Aujourd'hui, ils n'en tiennent plus qu'une. Donc, à mon avis, dans la configuration actuelle, je crois que c'est mort. Sauf à faire une audience ad hoc, juste pour un dossier. Mais j'aurais tendance à penser aussi qu'ils sont capables de s'organiser, mais on comprend que... Mais sans doute, il ferait savoir à l'administration centrale que tout ça n'est quand même pas très... que donc l'administration n'a sans doute pas très envie de prendre des remarques désagréables de Gilles Bachelier, je pense. Je voulais faire une petite remarque sur l'audience devant le comité. Pour ajouter au caractère dramatique de l'audience, il faut savoir que la vue sur le Palais Royal est face aux contribuables et que donc les membres du comité sont en clair-obscur, en contre-jour. Donc en fait, on ne voit pas vraiment leur visage. C'est très troublant, ça, je suis d'accord. C'est assez troublant parce qu'on n'arrive pas à mesurer comment ils interagissent avec nos propos. Voilà, donc il vaut mieux aller au comité un jour nuageux ou de pluie, parce que comme ça, au moins, on évite ce phénomène. Alors, j'en viens aux autres sujets que je voulais évoquer avec vous, qui portent d'abord sur la portée de l'avis du comité dans la procédure fiscale.
Alors sur ce point, on a quand même plusieurs positions assez intéressantes récentes du Conseil d'État, hein, oui, qui a des décisions de 2020, 2022 et 2023 qui sont mentionnées sur la diapositive, et qui ont précisé la portée de l'avis du comité dans la procédure, les contraintes que faisait peser cet avis sur la manière dont l'administration pouvait faire évoluer la motivation de l'abus de droit dans le cadre de la procédure. Alors la première décision intéressante, c'est la décision du 12 février 2020, qui est une des nombreuses décisions qui ont émaillé l'affaire Wendel, et dans laquelle le Conseil d'État a précisé que le comité n'avait pas à se prononcer sur la catégorie d'imposition dans laquelle l'administration avait imposé les revenus dont elle fait valoir qu'ils doivent être mis en évidence compte tenu de l'existence d'un abus de droit. La seule chose sur laquelle le comité doit se prononcer, c'est l'existence d'un abus de droit. Mais il n'a pas à se prononcer sur l'intégralité des éléments du désaccord entre l'administration et le contribuable. Alors, sauf, nous dit le Conseil d'État, si la question de la qualification des sommes peut avoir une incidence sur la caractérisation de l'abus de droit. Mais dans l'affaire Wendel, où il y avait tout un débat pour savoir si c'était des traitements et salaires, des revenus de capitaux mobiliers ou des plus-values, sur ce point-là, le comité n'avait pas nécessairement à se prononcer. Et d'ailleurs, le comité avait retenu une approche qui était un peu différente de celle de l'administration dans ces affaires, pour caractériser l'existence d'un abus de droit. Mais ça, ce n'est pas un problème. L'administration peut à ce moment-là très bien s'emparer de l'argumentation du comité pour justifier les rectifications par la suite. Au stade de la procédure d'imposition, on ne peut d'ailleurs pas exclure que l'argumentation de l'administration puisse évoluer pour justifier l'abus de droit. Alors, jusqu'à quel point elle peut évoluer dans le cadre des débats classiques qu'on a avec l'administration au stade de la procédure d'imposition, par exemple, de faire un peu évoluer l'argumentaire à la suite d'une réunion d'interlocution, ce type de choses. On va retrouver là les critères classiques qui sont appliqués par le Conseil d'État pour distinguer les cas dans lesquels l'administration peut faire évoluer légèrement son raisonnement, ou les cas dans lesquels elle le fait évoluer de manière tellement importante que dans ce cas-là, elle doit renotifier des rectifications aux contribuables. Et on va voir que sur les problématiques, cette fois non plus de débat, d'évolution de la position de l'administration dans le cadre de la procédure d'imposition, mais au stade de la procédure contentieuse, il y a eu un certain nombre de précisions importantes qui ont été apportées récemment par la jurisprudence sur la manière dont l'administration pouvait faire évoluer son argumentation. Alors la première décision dans laquelle le Conseil d'État s'est prononcé sur cette hypothèse, c'est la décision d'Assosystème du 31 mai 2022. Alors, on était dans une situation un peu particulière, c'était un schéma extrêmement compliqué sur lequel je ne vais pas revenir dans les détails, mais disons pour faire simple que dans un premier temps, l'administration avait considéré que les dividendes qui avaient été reçus par la société d'Assosystème dans le cadre de ce schéma très complexe ne pouvaient pas bénéficier du régime mère-fille parce que l'opération ne pouvait pas devait être requalifiée comme un prêt de titre et que l'administration faisait valoir que dans le cadre du régime mère-fille, on ne pouvait pas bénéficier de ce régime dans le cadre d'un prêt de titre. Alors c'est une motivation qui avait été validée par la Cour administrative d'appel et qui est censurée par le Conseil d'État pour erreur de droit. Il dit en gros, non, c'est pas vrai. Dans le cadre de prêt de titre, c'est tout à fait possible de pouvoir bénéficier du régime mère-fille. Donc cassation et renvoi à la Cour administrative d'appel. Puis dans ses conclusions, notre ex-collègue Romain Victor qui se prononçait dans ses conclusions. Alors Romain Victor, il a quand même une particularité, c'est qu'il aime bien essayer de trouver des fondements nouveaux, différents de ceux qu'envisageait l'administration dans ses conclusions et faire quelques suggestions. Alors il avait dit, finalement, c'est vrai que là, l'argumentaire de l'administration, il ne tient pas parce qu'il y a une erreur de raisonnement juridique, en amont même de la question de la démonstration d'un abus de droit, mais il y a peut-être d'autres pistes
qui auraient pu être explorés par l'administration, et elle aurait pu notamment considérer qu'en fait c'était des titres qui avaient été pris en ponction et non pas prêtés, et dans ce cas-là le revenu en question devait être regardé comme un revenu de créance qui ne pouvait pas bénéficier du régime des dividendes. Donc il lance ça dans ses conclusions. Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, devant la cour de renvoi, l'administration se saisit de cette argumentation et dit, elle reprend l'argumentaire de Romain Victor, et la Cour fait droit à cet argumentaire pour justifier l'abus de droit. Et donc, en cassation, nous, parce que c'était une affaire que je suivais avec d'autres équipes du cabinet, nous, on fait valoir que ça, c'est pas possible, parce que ça conduit à changer le motif. Et ce motif-là n'avait pas été soumis au comité d'abus de droit, puisque les rectifications, elles étaient fondées sur un raisonnement totalement différent. Mais le Conseil d'État va se glisser dans le précédent Vindel, du 12 février 2020, pour dire mais ça, ce débat, ce n'est pas un débat sur l'existence d'un abus de droit, c'est juste un débat sur la qualification des sommes en question. Est-ce qu'elles doivent être considérées comme étant imposables parce que des dividendes, mais exclus du régime mère-fille, ou est-ce que c'est des revenus de créance parce que ça doit être assimilé, l'opération doit être requalifiée comme une opération de prise en ponction de titre. Et la rémunération doit être regardée comme une rémunération, comme un revenu de créance. Et donc, on n'est pas dans une hypothèse dans laquelle on a un changement de motif qui pourrait justifier de soumettre la question à nouveau au comité d'abus de droit. Alors, ce qui était quand même intéressant dans l'affaire Dassault Systèmes, c'est qu'on voyait déjà apparaître, à contrario en quelque sorte, l'idée qui était totalement inédite à l'époque, suivant laquelle, s'il y a un changement de motif, une substitution de motif dans l'abus de droit, on est toujours sur la base légale de l'article 64, mais on change le motif de l'abus de droit, on peut avoir une problématique du même type que celle qu'on a classiquement sur la question de la garantie liée à l'intervention de la commission des impôts directs lorsque l'administration procède à une substitution de motif devant le juge de l'impôt. Comme vous le savez, l'administration, une des conditions de la recevabilité de la substitution de motif, c'est que le contribuable ne soit pas privé d'une garantie. Et si le nouveau motif aurait dû donner lieu, dans la jurisprudence classique, à la saisine, pouvait être soumis à la commission des impôts directs, là, il est privé d'une garantie. Donc on transpose en quelque sorte ce raisonnement à l'hypothèse de l'abus de droit, puisqu'il y a là aussi la possibilité de soumettre une garantie, donc la rectification au comité d'abus de droit fiscal. Eh bien, en cas de changement de motif, on ne peut envisager une substitution de motif que pour autant que on ne peut pas envisager de substitution de motif parce que dans ce cas-là, on prive le contribuable d'une garantie. Alors c'est ce terrain qui va être confirmé par le Conseil d'État dans l'affaire du 18 septembre 2023, ministre contre Société Lupa Patrimoine. Alors je ne reviens pas non plus sur les détails de l'abus de droit en cause dans l'affaire Lupa, qui était là aussi passablement complexe. Et Jérôme pourra répondre à toutes vos questions sur ce point puisqu'il avait suivi de très très près cette affaire, avec mon cabinet également, puisque nous travaillons de concert sur ce sujet. Mais là, au contraire, dans l'affaire Lupa, le Conseil d'État va estimer que le nouvel abus de droit qui est invoqué par l'administration en cours de procédure repose sur un motif totalement différent de celui qui avait été initialement invoqué, puisque, pour faire simple, l'administration était passée d'un abus des textes de droit interne, de la jurisprudence Kemener, à un abus de convention. Et donc là, c'est un terrain qui est totalement différent, si bien que la substitution de motif à laquelle entend procéder l'administration n'est pas possible, puisqu'elle conduit à priver le contribuable d'une garantie. Donc... j'avais encore quelques... Oui, allez-y, puis on pourra conclure après. Oui, ok. Donc, juste pour finir sur les problématiques liées à l'intervention du comité, alors je pense que c'est pas très utile que je revienne sur la multiplication des dispositifs anti-abus parce que je crois qu'on en reparlera par la suite, et Olivier y faisait allusion dans son introduction. Comme vous le savez, il y a maintenant une multiplication des cas dans lesquels
on peut avoir des dispositifs anti-abus qui sont très proches de l'abus de droit, si ce n'est qu'ils reposent sur le motif principalement fiscal. Donc vous avez les différents textes qui sont cités sur la slide. Et le point sur lequel je voulais appeler votre attention, c'est la question de l'articulation entre ces nouveaux dispositifs anti-abus et l'abus de droit. Il y a une question très intéressante qui se pose et que j'évoque simplement rapidement en conclusion de mon propos, qui est de savoir si on peut appliquer l'abus de droit uniquement lorsqu'on est en dehors du champ d'application des autres dispositifs anti-abus. Et sur ce point, alors c'est un débat qui existe depuis quelques années, l'administration fiscale ayant pris une position contraire dans sa doctrine. Dans sa doctrine, l'administration dit je peux me fonder sur l'abus de droit, même lorsque la situation relève d'un autre dispositif anti-abus. En quelque sorte, j'ai le choix des armes. Et je peux même, à la limite, me situer pour le redressement sur un dispositif anti-abus spécifique et appliquer la pénalité d'abus de droit fiscal si je suis capable de démontrer que le but est exclusivement fiscal par ailleurs. Alors évidemment, dans ce cas-là, il faut appliquer les garanties de procédure attachées au terrain de l'abus de droit, mais dans sa doctrine, qui est citée sur la diapositive, l'administration envisage cette possibilité de pouvoir appliquer concurremment un dispositif anti-abus spécifique et l'abus de droit de l'article L64 du LPF. Mais dans une décision de plénière fiscale du 8 décembre 2023, à laquelle je ne suis pas totalement étranger, Fédération bancaire française, le Conseil d'État, alors c'était une question très particulière, un recours pour excès de pouvoir contre une doctrine sur les problématiques de montage cum-cum, etc. Et le Conseil d'État a fait droit à la position de la Fédération bancaire française en annulant la doctrine qui considérait qu'on pouvait faire référence à la notion de bénéficiaire effectif pour appliquer la retenue à la source de droit interne, en disant non, la notion de bénéficiaire effectif, elle n'est pas prévue par la loi, donc c'est pas possible. Et dans sa décision, le Conseil d'État a dit, c'était à nouveau aux conclusions de Romain Victor, a dit, certes, l'administration ne peut pas se fonder sur la notion de bénéficiaire effectif, mais par contre, c'est possible pour elle de se fonder sur l'abus de droit. Et Romain Victor avait expliqué ça de manière assez détaillée dans ses conclusions. Mais pour dire ça, le Conseil d'État a dit qu'elle pouvait se fonder sur l'abus de droit en dehors du champ d'application du dispositif de l'article 119 bis A, qui est un dispositif anti-abus spécifique aux hypothèses de montage dit cum-cum. Alors, de la manière dont ce considérant est rédigé, il semble bien que le Conseil d'État estime implicitement que c'est uniquement lorsqu'on est en dehors du champ d'application d'un dispositif anti-abus spécifique, du type 119 bis A, qu'on peut se fonder sur l'abus de droit. Donc il validerait plutôt la théorie inverse à celle que défend l'administration, qui consiste à dire il n'y a pas de choix des armes. S'il y a un dispositif anti-abus spécifique qui s'applique, il prévaut sur l'abus de droit. Et c'est uniquement si le dispositif anti-abus spécifique n'est pas applicable qu'on peut appliquer l'abus de droit. Alors ça peut avoir des prolongements quand même assez intéressants, parce que ça veut dire que si on est dans le champ de l'article 205A du Code général des impôts, dans l'article L64A, à ce moment-là, ce dispositif prévaut sur celui de l'abus de droit. L'administration n'a pas le choix des armes. Si l'opération présente un caractère principalement fiscal, à ce moment-là, elle doit nécessairement se fonder sur les dispositions de l'article 205A ou de l'article L64A du CGI ou de l'article L64A du LPF, à pousser jusqu'au bout la logique de cette jurisprudence. Alors, ce n'était pas du tout l'intention du législateur, donc c'est peut-être un point sur lequel il faut rester prudent, mais c'est important d'avoir en tête qu'il y a cette question, ce débat sur l'articulation entre dispositifs anti-abus spécifiques, jusqu'où on considère qu'un dispositif anti-abus est spécifique, la question peut se poser, et l'abus de droit de l'article L64 du LPF. Voilà ce que je voulais vous dire. Sans poser une question, qui est le choix, saisir ou pas saisir le comité de l'abus de droit. J'ai vu spécialement dans les directions nationales, à un moment donné où, sur recours hiérarchique, le contribuable indique son intention de saisir le comité, j'ai vu ces directions négocier les pénalités. Oui. Alors, tu peux en dire un mot comme avant de terminer pour que... non seulement
il me semble qu'on peut obtenir, sauf cas flagrant, assez facilement la réduction de la pénalité de 80 à 40. Mais j'ai même vu des cas où la pénalité de 40 n'était pas appliquée. Oui, oui. Alors, moi, c'était le cas dans l'affaire à laquelle je faisais allusion au début, là, mon histoire d'attribution gratuite d'actions. En définitive, l'administration n'a pas a changé de terrain, en fait. Elle était plus sur l'abus de droit. Donc souvent, dans ce type d'hypothèse, ce que va chercher le contribuable, c'est à quitter le terrain de l'abus de droit pour éviter notamment la transmission automatique au parquet. Et je ne sais pas, peut-être que Marc ou Jérôme voudront... Le problème, c'est que cet abandon ou cette réduction du taux de la pénalité, descendu à 40, voire... il n'est pas gratuit, il n'est pas unilatéral. Il est synalagmatique, il est contractuel, c'est-à-dire que l'administration demande un règlement d'ensemble qui soit accepté par le contribuable. Ce qui veut dire que le contribuable doit choisir entre bénéficier effectivement de la réduction de la pénalité, voire de l'abandon de la pénalité, et par conséquent bénéficier de l'absence de transmission automatique au parquet, ce qui est évidemment très appréciable. En échange, il doit accepter le redressement lui-même. Oui, mais le seul fait de réduire, si la pénalité reste une pénalité pour abus de droit, ça n'évite pas, à mon avis, la transmission automatique au parquet, puisque le principe dans l'article L228, c'est qu'en cas de transaction, on n'évite pas la transaction. Donc il faut vraiment arriver à un règlement d'ensemble. C'est pour ça qu'on arrive à un règlement d'ensemble et non pas à une transaction, absolument, puisqu'une transaction n'évite pas la transmission. Absolument. Oui, exactement. Donc il faut arriver à déqualifier. En fait, il ne faut pas, à la limite, qu'on bascule de la pénalité de 80% pour abus de droit à la pénalité pour manquement délibéré de 40%. Donc, si on n'est pas en état de récidive, à ce moment-là, on ne va pas avoir de transmission automatique au parquet. Et donc ça, c'est un deal qui peut être appréciable pour le contribuable. Mais le seul fait d'avoir une transaction qui réduise la pénalité de 80 à 40 ou même à 20, ça ne change rien sur la transmission automatique au parquet. Donc clairement, aujourd'hui, les contribuables, ils cherchent plutôt des règlements d'ensemble où on déqualifie l'opération en considérant que c'est plus de l'abus de droit. Et on peut l'obtenir, enfin moi dans mon expérience, on peut l'obtenir dans les discussions avec l'administration. Mais Olivier, tu as raison de souligner que le fait de faire état de la volonté de saisir le comité d'abus de droit, ça peut être un élément qui va jouer dans le cadre de la négociation avec l'administration. Parce que l'administration peut craindre d'échouer dans la démonstration de l'abus de droit devant le comité d'abus de droit. Et donc ça, c'est un élément qui peut peser dans la décision de l'administration de faire droit à un règlement d'ensemble.